Donc, moi, je suis né à Sorel. Tous mes étudiants le savent et je me fais toujours un plaisir de dire qu'un accident de l'histoire qui n'a duré qu'un été en 1624, on pouvait considérer, en exagérant un peu, que Sorel était la capitale de la Nouvelle-France. Parce qu'à ce moment-là, à la fin de l'été, Samuel de Champlain se pose la question, est-ce que je dois m'établir à Sorel, donc à la confluence du Richelieu et du Saint-Laurent, où les Amérindiens voulaient faire le commerce, ou retourner à Québec. Donc, il est retourné à Québec. Et les Iroquois de l'État de New York sont venus et ont brûlé le fort de Sorel. Donc, ils l'ont brûlé 2 fois finalement. Alors, donc, je suis né à Sorel. J'ai été élevé sur la rive sud. Et puis, aux grandes dames de mon père, j'ai fait mon cours scientifique au lieu de faire mon cours classique parce que mon père avait 3 gars. Moi, je suis le bébé de la famille. Puis il voulait qu'il y en ait un qui soit prêtre, un qui soit de profession libérale et le troisième qui soit peut-être dans les affaires. Et donc mon frère aîné a été dans les affaires, mon deuxième frère a été un travailleur et puis il reste à moi. Et puis moi j'ai fait la découverte d'un mot. En 7e année, à l'époque, c'était obligatoire. Tu passais un test d'orientation. Donc, un orienteur du gouvernement circulait partout à la grandeur de la province. Fait que quand il est venu à notre école, à Longueuil, il m'a interrogé et par la suite, par la poste, mon père a reçu les résultats. Et j'étais un élève dans la moyenne, donc rien de spécial, aucune faiblesse, mais une mention spéciale. Et donc, c'est un mot que j'ai appris en 7e année et que j'ai gardé et conservé toute ma vie. Donc, j'étais au-dessus de la moyenne pour une qualité que je ne savais pas que ça existait, la scolaptitude. Donc, ce qu'il voulait dire, parce que mon père a voulu savoir ce qui se cachait derrière ce mot-là, c'était que j'étais apte à faire des études. Donc, mon père a tout de suite décidé qu'il m'appuierait si je voulais faire des études plus tard, parce que mon père était d'une famille où ils étaient relativement aisés. Mon grand-père était le roi de la glace à Sorel. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les plus jeunes, à l'époque, l'électricité, il n'y en avait pas beaucoup, les frigidaires, ça n'existait pas. Là, je parle d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il fallait couper la glace sur le fleuve et l'entreposer dans des étables, dans du foin et tout ça. Et on distribuait la glace presque jusqu'à la fin juillet, la mi-août. Et puis, chaque famille avait un petit cabinet avec un grand tiroir recouvert d'aluminium ou de fer blanc qui gardait plus longtemps la glace. Donc, un cube de glace pouvait durer une semaine et un petit peu plus et garder les aliments frais de l'époque. Alors, mon père, lui, avait eu la chance de faire des études. Il avait fait l'équivalent d'une 12e année. Donc, mon père avait une éducation. Donc, c'était une priorité pour lui de la transmettre à ses enfants. Donc, moi, j'ai eu la chance d'aller à l'Université d'Ottawa avec ce qu'on appellerait aujourd'hui une bourse parentale. Alors, donc à 17 ans, au lieu de faire le cégep, je suis allé à l'Université d'Ottawa parce que mon meilleur ami à l'époque, son oncle était le directeur du département d'éducation physique. Moi, j'étais très sportif quand j'étais jeune, mais mon meilleur ami était doué pour les sports, mais il n'y avait pas les notes, il n'y avait pas les résultats. Donc, il a été refusé, puis moi, j'ai été accepté à l'Université d'Ottawa au département d'histoire. Donc, j'ai fait un bac en histoire à l'Université d'Ottawa. Et je dois avouer que je l'ai terminé pour honorer mon père et sa bourse parentale. Parce qu'après la 2e année, j'avais décidé que je ne deviendrais pas historien et que ça m'intéressait. L'histoire m'a toujours fasciné. Mais j'avais découvert une autre discipline qui s'appelait l'archéologie. Donc, après mon bac à l'Université d'Ottawa, je suis revenu à Montréal. Puis là, j'ai dit à mon père que je voulais continuer mes études. Mon père, lui, pensait que je m'en irais vers la profession d'avocat ou de notaire. Mais notaire, non, merci. Avocat, je n'étais pas attiré du tout par cette profession libérale. Alors, j'ai annoncé à mon père que je m'en allais en archéologie. Pire que ça se donnait l'archéologie dans un département d'anthropologie. Donc, 2 mots que mon père ne connaissait pas, que pas beaucoup de monde connaissait d'ailleurs au Québec. Et puis, donc c'est là que je me suis retrouvé au département d'anthropologie en 1972.
Et c'est là que j'ai rencontré mes premiers mentors, Normand Clermont, Louise Paradis, Philippe Smith. Et donc, ça a été le début d'une longue aventure. Et donc, ça m'a conduit jusqu'à un premier emploi suite à l'obtention de la maîtrise. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'inscrivaient en anthropologie. Moi, quand je suis rentré en septembre 1972, il y avait à peu près 40 nouveaux étudiants. Et en deuxième année, ça baissait presque de la moitié, ce qui fait que j'avais 1 ou 2 cours de première année à prendre. Donc, j'avais à peu près une quarantaine de confrères, consoeurs. Mais dès que je prenais un cours de deuxième ou troisième année, vu que j'avais déjà un bac, j'avais le droit de prendre des cours des différentes années. Là, on était 5, 6, 7. Et puis, quand je prenais un cours d'archéologie, c'était presque un tutorat. Donc, je me souviens d'un cours avec Clermont en 72 ou 73, et on était 5 dans la classe. Et à ma grande surprise, en fait, j'étais totalement consterné. Je ne savais plus où me mettre. Il a commencé à m'appeler Maria devant les autres, à cause du roman Maria Chapdelaine que j'ai haï. Je l'ai lu, j'étais obligé, c'était une lecture obligatoire. Mais c'est le fait qu'un prof d'université m'appelle Maria pour rire de moi, mais finalement, on est devenus de grands amis, mais je ne l'avais pas trouvé drôle, disons. Là, il y a des profs à l'université qui ont un humour qui n'est pas toujours réussi. Et donc, le bac s'est bien déroulé. Et puis, un premier accident dans ma vie. Donc, on se fait des amis, hein, bien sûr. Et puis, je suivais un cours avec Paul Tolstoï. Nous étions 4. Et il y a un étudiant qui a abandonné, donc nous étions 3 pour l'examen final. Et un de ces étudiants, Marcel Laliberté, il trouvait que moi puis mon collègue, qu'on avait l'air à aimer ça, l'archéologie. T'sais. Alors, il nous dit, on cherche des archéologues ou des étudiants en archéologie pour aller à la baie James l'été prochain. Puis, si vous voulez un emploi, il m'a donné le nom du responsable. Va à Québec, demande un rendez-vous, puis tu as des bonnes chances. Avec mon confrère Bertrand Morin, lui avait une voiture, fait qu'on est parti à Québec, on a rencontré le responsable au ministère et on s'est retrouvé chef d'équipe à la baie James en 1974. Donc ça, c'est peut-être un premier accident là, qui m'arrive au département d'anthropologie, qui va faire en sorte que je vais faire ma maîtrise sur les cris de la baie James. Donc, une sorte d'archéologie historique, mais portant exclusivement sur les Autochtones ou une Première Nation, là, les cris de la baie James, qui, bien malgré eux, sont devenus très populaires au cours des années 70. Mais auparavant, j'ai oublié une anecdote doublement importante. C'est en 1971, à l'hiver, je prends un cours avec une archéologue d'origine italienne qu'elle m'a marqué. D'une part, elle était très jolie et elle était dynamique aussi. Elle s'appelait Maria Carrara. Elle venait de Bologne. Puis elle m'avait donné un de ses rares livres qu'elle avait acheté en anglais, que j'ai encore, Method and Theory in American Archaeology de Gordon Willey, qui était une sommité à l'époque. Ça fait qu'elle avait aimé mon enthousiasme dans le cours, parce que je dois dire que quand j'ai pris son cours, je quittais l'Université d'Ottawa, je finissais mon bac. Et puis, un matin, qui a changé un peu beaucoup ma vie, elle m'offre à moi et aux 5-6 autres étudiants qui suivent le cours qu'un professeur de l'Université Laval organise un stage à Pompéi, en Italie. Alors, donc là, je reviens la fin de semaine chez moi. Et c'est sûr, les gens aujourd'hui ne comprendront pas là, à cause de la valeur de l'argent en 1971 par rapport à 2018. Mais j'arrive à la maison, puis là, je suis obligé d'avouer à mon père qu'en finissant mon bac, que je m'en revenais à Montréal, j'avais déjà commencé les démarches pour aller l'année suivante en anthropologie. Et là, je lui dis qu'il offrait un stage à Pompéi. Fait que là, j'ai essayé de lui expliquer rapidement
que représentait Pompéi, un des sites les plus célèbres au monde, là, surtout sur le plan touristique, mais aussi pour l'histoire romaine en général, avec l'explosion du Vésuve, la destruction de Pompéi, d'Herculanum et tout ça. Fait que là, je lui dis, j'ai besoin de 550 $. Parce que c'était le coût du billet d'avion. Là-bas, on était logé, nourri. Et puis, fait que mon père m'a donné l'argent parce que je travaillais à peine et puis c'était des salaires assez. Puis trouver 550 $. Donc, c'était le premier coup de pouce de mon père. Alors, donc, je suis allé faire le stage à Pompéi. Donc, c'est ma première fouille officielle. Et puis, donc, j'ai passé un mois où j'ai été vraiment là, pas surpris, mais disons enthousiasmé par le terrain, parce que j'ai compris que c'était un travail d'équipe, qu'il fallait enregistrer ce que l'on trouvait, et puis qu'il y avait un sens à donner à chaque objet. Et puis, comme l'archéologie romaine était une des plus développées à l'époque, ben, quand on trouvait un objet, ben, le professeur nous disait ça, c'est tel siècle, tel empereur était au pouvoir, etc. Et puis, donc, quand je suis revenu, j'avais le teint bronzé de l'Italie. Donc, le deuxième fait marquant qui a marqué ma vie de façon continue, c'est que j'ai rencontré ma femme. Donc, c'est avec un teint bronzé de l'Italie que j'ai rencontré ma femme le 8 août 1971 et je suis encore avec elle aujourd'hui, qui, dans le Québec d'aujourd'hui, est un peu un exploit. Donc, ça fait 47 ans qu'on est ensemble, là. Alors, donc, ça, c'est l'anecdote que je devais raconter. Donc, c'est mon premier terrain et ça m'a confirmé mon intérêt pour l'archéologie. Et donc, au retour, bien sûr, les professeurs de l'Université d'Ottawa ont essayé de me convaincre de rester, de faire une maîtrise et d'apprendre un peu l'épigraphie grecque et romaine. Mais comme je n'avais pas fait le cours classique, j'avais fait le cours scientifique, je me trouvais très démuni. Mais je m'étais trouvé une passion. Et donc, quand je suis arrivé à l'Université de Montréal, ma passion, c'est que je voulais devenir un spécialiste des Mayas. Donc, le Mexique m'attirait, les Mayas du Guatemala, du Honduras et du Mexique, c'était ma passion cachée, là. Les premiers livres que je me suis achetés, c'est sur les Mayas. Et puis, au département, j'ai croisé en 1973 Louise Paradis. Et puis, donc, ça a bien fonctionné entre nous parce que j'avais fait un voyage au Mexique avec ma tendre moitié, puis j'étais revenu avec à peu près 500 diapositives. J'avais visité tous les sites mayas qui étaient faciles d'accès. Donc, j'étais vraiment un mordu. Et c'est pour ça que l'accident de la baie James a fait en sorte que moi qui voulais devenir mayaniste plutôt, je me suis retrouvé à la baie James, je me suis fait dévorer par les moustiques, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc j'ai fait 2 années à la baie James, donc les circonstances ont fait que je devenais un archéologue qui travaillait sur la préhistoire par mes études, mais par mon mémoire de maîtrise, c'était sur la période contemporaine, parce que j'ai étudié le territoire de trappe de plusieurs familles cris, des cris de l'intérieur qui aujourd'hui vivent sur la côte, mais où on voyait encore les vestiges, parce qu'il ne faut pas oublier que là, on est en 1974, et eux avaient abandonné ces campements entre les années 1960 et 1970, lors de leur transfert de l'intérieur des terres à la côte, où ils avaient un établissement plus fixe. Ils retournaient régulièrement, mais de moins en moins, parce que les coûts étaient énormes, et puis quand tu ne suis plus ton mode de vie traditionnel où tu te déplaces lentement et tu couvres de grandes distances, mais avec plusieurs mois de disponible, ben c'est plus la même chose lorsque tu voyages de la côte vers l'intérieur et où il faut que tu te rendes en 2 semaines. Ils ne peuvent pas faire ça avec joie. Donc, ils devaient se déplacer par des hydravions et ça, c'est très dispendieux. Alors là, je me retrouve en 75 et là, j'étais un petit peu découragé. C'est le seul moment d'hésitation, je dirais, dans ma carrière.
j'ai le goût de travailler. Il n'y a pas vraiment d'emploi en archéologie. J'aurais fait n'importe quoi, mais il n'y avait pas d'emploi. Alors, un samedi matin, là, je suis revenu de la baie James. On est presque à la fin du mois d'août 75. Et puis, je faisais plusieurs fois que j'ouvrais le journal du samedi. Il y avait la section des affaires classées, puis il y avait une section spéciale offre d'emploi, carrière et profession. Et tout à fait par hasard, dans un petit coin d'une grande page de la presse, il y avait un encadré, puis c'était une offre d'emploi, professeur d'histoire et de géographie. Fait que, j'attends le lundi matin, je téléphone, j'ai un bac en histoire, j'adore la géographie. Alors, donc j'obtiens un rendez-vous pour, j'allais dire une audition, là, mais une entrevue. Et puis, mais pas tout de suite. Fait qu'on me rappelle le lendemain. Et là, je leur impose mon échéancier parce que j'allais faire le tour de la Gaspésie. Fait que comme j'étais pas stressé, j'étais sûr de ne pas avoir l'emploi. Alors, je leur dis, moi, je m'en vais faire le tour de la Gaspésie. Je peux faire un croche parce que là, j'ai appris que c'était au collège de l'Assomption. Et je m'en allais faire le tour de la Gaspésie. Fait que je dis, moi, je peux passer vendredi matin entre 10h et 10h30 au collège pour une entrevue. Puis après ça, je continue mon chemin pour faire le tour de la Gaspésie. C'est mes vacances. Et je leur avais expliqué ça. Alors, ils ont accepté. Fait que j'ai passé l'entrevue et puis j'ai été moi-même, je pense. C'est le seul moment que je me souviens où je me suis senti interpellé, c'est lorsque la personne qui m'interviewait m'a demandé mon opinion sur les écoles privées. Alors, comme moi, j'avais toujours été dans le public, j'avais aucune idée de la querelle qui pouvait exister entre l'école publique et l'école privée. Donc, je ne me suis absolument pas de ce que j'ai dit. Mais une semaine plus tard, on m'a rappelé pour m'offrir l'emploi. Alors, donc, j'ai été pendant 1 an au secondaire 4 et secondaire 5, professeur d'histoire et de géographie au Collège de l'Assomption. Ça fut une très belle année. Donc, j'ai pu confirmer, même si j'avais à peu près pas d'expérience, que je me plaisais dans l'enseignement. Je trouvais ça très exigeant parce qu'il fallait que j'apprenne l'histoire du Canada, il fallait que j'apprenne la géographie d'une façon à l'enseigner à des jeunes en leur faisant croire que j'étais d'une part confiant et que je contrôlais ma matière. Et surtout pour l'histoire du Canada parce que c'était en secondaire 4 et c'était l'examen du ministère. Donc, il fallait que je les prépare pour l'examen du ministère. Alors, donc, c'était une belle année, mais en plein milieu du mois de mars, téléphone sonne. On a un local, tous les professeurs à l'Assomption, et c'est Normand Clermont. Donc, Normand Clermont qui m'appelle au Collège de l'Assomption. Je ne me souviens plus comment il a eu le numéro de téléphone. En tout cas, il m'invite à passer à l'université le plus tôt possible. On a fixé un rendez-vous. Et puis, donc, je me suis présenté sans aucune attente. Il était un peu cachotier. Il ne m'avait rien dit au téléphone. J'ai appris plus tard qu'il n'aime pas parler au téléphone. Donc, il n'y avait rien de surprenant. Donc, il était accompagné du directeur du département de l'époque, là, Franklin Auger. Alors, les deux m'offraient un emploi. Mais il fallait que je complète ma maîtrise parce que je n'avais pas complété ma maîtrise sur la baie James. Donc, l'emploi, c'était de devenir un professionnel en archéologie, donc un archéologue. Et au Québec, à l'époque, pour être considéré archéologue, il fallait une maîtrise. Et que c'était pour épauler Normand Clermont qui créait, cette année-là, en 1976, l'école de fouilles, qui était un cours qui avait été demandé par les étudiants. Et ça confirmait l'intérêt du département d'anthropologie pour la préhistoire amérindienne du Québec, parce que l'école de fouilles devait se dérouler au Québec. Alors, donc, j'ai dit oui. Donc, j'ai fini mon année d'enseignant au secondaire, et puis au mois d'août, j'ai terminé ma maîtrise, et puis le 20 septembre 1976, il y a des dates qu'on s'est gravées dans notre mémoire, là. Donc, j'ai été engagé officiellement par l'université comme professionnel en archéologie. Et avec Clermont, on a collaboré jusqu'en 1988. Donc, on a fait ensemble une douzaine d'écoles de fouilles, toutes à la pointe du buisson. Et c'est là qu'on est devenus tous les deux comme des mousquetaires, si on veut dire. Mais je dirais plus des missionnaires. Clermont avait des visées.
moi, j'étais heureux, donc juste d'exister et de participer à l'archéologie, moi, j'étais satisfait. J'ai découvert un petit peu plus tard que j'avais autant, peut-être même plus d'appétit que Clermont pour l'archéologie québécoise. Alors donc, on est devenus deux missionnaires en se disant, on est entouré d'une mer anglophone, on peut publier en anglais. Je parlais très mal anglais, j'écrivais très mal en anglais, mais je me débrouillais parce qu'on lisait tellement en anglais qu'il s'agissait de laisser de côté sa timidité pour parler à des anglophones et tu t'aperçois qu'ils sont contents de voir les efforts que tu fais parce qu'eux n'en font aucun pour apprendre le français et à peine te dire bonjour en français, là, ça semble être un obstacle énorme. Alors donc, on est devenus des missionnaires, pas nécessairement de la langue française, mais d'écrire l'archéologie québécoise en français. Alors, donc Clermont, il était un jeune prof à l'époque, donc il devait publier pour assurer son agrégation et sa titularisation. Et moi, je découvrais un appétit, une certaine gourmandise et une capacité de travail qui dormait un peu. Là. Donc j'étais au bon endroit, au bon moment. Donc avec Clermont, on a pu amorcer là, une archéologie québécoise en français. Et ça a culminé avec un doctorat que j'ai fait sous sa direction de 84 à 88. Les trois quarts de trois de ces 4 années, c'était à temps perdu, les soirs, les fins de semaine, pendant mes vacances. D'où la célèbre phrase de ma femme lorsqu'elle parlait de moi à nos amis. Même quand il est là, il n'est pas là. Donc ça m'a défini pendant 4 ans. Et l'autre phrase célèbre, c'est « Faites pas de bruit, papa travaille ». Fait que là, c'était nos deux filles qui devaient être confinées à des endroits éloignés du bureau où je travaillais. Alors, donc c'était des années que j'appellerais glorieuses. C'est peut-être les plus belles années de ma vie où j'ai une job et puis je peux faire un doctorat. Et c'était pour assouvir à la fois mon ambition, parce qu'à un moment donné, il faut être un peu ambitieux. Et j'adorais travailler avec Clermont, mais je voulais développer mes propres projets. Et même avec Clermont, on a fait des projets hors de ce que lui avait à faire comme professeur, donc l'école de fouilles, publier ce qu'on produisait sur le terrain à chaque été. On a accepté toutes sortes de contrats parce que moi, je voulais les faire. Puis Clermont ne les aurait pas fait sans moi. Donc, on était comme un couple. On se complétait. Normand, c'était une plume extraordinaire. Il y avait une vision aussi plus générale. Alors que moi, je m'enfargeais dans les fleurs du tapis. Donc, j'étais... en archéologie, on sépare souvent les archéologues entre... Et là, on utilise l'expression anglaise, là, je m'excuse. Donc, les lumpers versus les splitters. Donc, quand tu es jeune... moi, j'étais plus splitter, Clermont était plus lumper. Donc, lui, il aimait la vision d'ensemble, alors que moi, j'aimais les détails, j'aimais aller là où personne n'était allé avant, alors donc en multipliant les exercices. Alors donc, on se complétait vraiment très, très bien. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est que Clermont ne voulait rien savoir de la céramique. Donc, quand on fait de l'archéologie québécoise, il y a plusieurs avenues, mais disons qu'il y a 3 types de matières premières. Il y a la céramique, il y a le lithique, la pierre taillée, la pierre polie, et l'os. L'os prend une dimension tellement énorme en termes d'investissement que très peu d'archéologues vont devenir des spécialistes de l'os. Donc la majorité des archéologues se divisent en ceux qui vont faire la céramique et ceux qui vont faire le lithique. Mais dans l'histoire de l'archéologie, il y a beaucoup plus de femmes qui ont touché la céramique. La majorité des hommes, c'est le lithique. Donc Clermont, il est le patron. Fait qu'il me dit, moi je fais le lithique, tu fais la céramique. Fait que j'ai dit, d'accord, j'avais pas le choix. Alors donc, grâce à Clermont, je suis devenu un premier spécialiste de la céramique. Il y avait Laurent Giroir avec qui je pouvais dialoguer à l'époque. Il y avait Jim Wright au fédéral. C'est incroyable à quel point, au milieu des années 70, je pouvais parler avec seulement 4-5 personnes pour en apprendre et puis leur montrer ce que je faisais. Est-ce que je suis dans l'erreur? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Etc.
Alors donc, je suis devenu un spécialiste de la poterie et je ne le sais pas à ce moment-là parce qu'on travaille sur des sites plus vieux où les groupes sont toujours des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, mais ça va m'amener à être tout à fait disponible, mais aussi qualifié pour entreprendre des études iroquoiennes. Et c'est ce qui va finalement me permettre de faire un doctorat sur les Iroquoiens. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on travaille sur les Iroquoiens, il y a très peu de pierres taillées, il y a un peu plus de pierres polies, mais l'assemblage que tu dois analyser pour comprendre les Iroquoiens est dominé outrageusement par la céramique. Donc la poterie domestique, les petits vases et les pipes. Et donc, j'étais finalement très bien préparé pour amorcer un doctorat que j'ai décidé de le faire à l'Université de Montréal en 1984 sous la direction de Normand Clermont, qui avait été jusqu'alors mon mentor et avec qui je m'entendais bien. Donc, il y avait peut-être ce problème de proximité. J'ai pensé un instant d'aller faire mon doctorat avec Bruce Trigger à McGill, mais ma mâchoire se décrochait quand je parlais trop longtemps en anglais. Et moi, j'étais un petit Québécois, là, ce qui fait que le gars de Sorel qui a été élevé à Longueuil, c'est sûr, j'ai fait un séjour de 3 ans à Ottawa. Là, à Montréal, c'était toujours la grande ville. Alors, je me sentais pas prêt d'aller à McGill. Et c'était comme trahir l'Université de Montréal parce que j'étais toujours employé à l'Université de Montréal. Moi, j'ai fait mon doctorat par les soirs, sauf que j'ai obtenu une année de congé avec solde, en fait 60% de mon salaire, ce qui était très bien à l'époque. Et j'avais aucune promesse d'emploi, mais je voulais le faire, ce doctorat-là, parce que tout ce que j'avais fait antérieurement avec Clermont, c'était pour contribuer à l'avancement des connaissances sur l'archéologie québécoise. Donc le doctorat était pour moi le meilleur outil à ce moment-là pour y arriver, pour y contribuer de façon significative.